Enregistre. Oula, parfait. Bonjour Edouard Godot. Bonjour Alexandre. Est-ce que tu peux te présenter d'abord? On va parler de ton livre, mais j'aimerais que tu me présentes un petit peu avant. Avec grand plaisir. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation à venir développer les quelques thèses sur lesquelles on a réfléchi dans notre livre. Alors, en quelques mots, parce que sinon, on va dérouler un CV et ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je suis trois choses, en fait. Je suis un enseignant, un ancien prof. J'ai été professeur d'histoire-géographie dans le système français, à l'autre bout du monde en Australie, puis ensuite à Grenoble, en banlieue grenobloise. Et même si j'ai quitté l'éducation nationale, je suis resté fondamentalement un enseignant. Et d'ailleurs, j'ai quitté l'éducation nationale pour devenir progressivement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, pour devenir ce qu'on appelle un homme politique, même si je ne suis pas mandaté, je ne suis pas élu. Je travaille dans les affaires publiques, j'ai travaillé longuement dans les affaires européennes, j'y reviens juste après. Et j'ai toujours considéré que la politique était une forme d'enseignement, et que c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elle réussit ou elle rate. C'est-à-dire que, en gros, quand je décrivais la politique à mes camarades restés enseignants, je leur disais, essayez d'imaginer une classe immense, particulièrement hétérogène, complètement dissipée, qui n'en a strictement rien à faire de ce que tu racontes, sur laquelle tu n'as aucune prise et aucun moyen de coercition, et à la fin, c'est elle qui note. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est être investi d'un message. Que l'on soit professeur d'histoire-géographie, comme c'était mon cas, mais ça peut être aussi les mathématiques ou la biologie, ou bien politicien ou politicienne, c'est-à-dire porteur d'une vision de l'intérêt général, on est porteur d'un message pour une communauté définie. Et on essaye de convaincre que ce message est important et que ce message peut permettre de faire avancer les choses. Donc ça, c'est la première chose fondamentale pour moi. Ça va se retrouver dans notre discussion et ça va se retrouver dans le livre. La deuxième chose, c'est un couple de valeurs très importantes pour moi, qui sont l'Europe et l'écologie. Je suis un ancien conseiller politique au Parlement européen pour le groupe des écologistes. Donc, je connais à la fois l'écologie dans sa substance intellectuelle et dans sa substance politique. Et je considère que l'Europe et l'écologie, avec tous les nuanciers possibles, évidemment, du réel, sont les deux grandes réponses abstraites, certes, mais les deux voies sur lesquelles il faut avancer pour répondre aux grands défis du XXIe siècle. En gros, la coopération et le dépassement d'un certain nombre de nos paradigmes anciens et le changement complet, le renversement complet en fait du système de valeurs dans lequel on vit. L'Europe d'un côté, l'écologie de l'autre. Et que l'une ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'une. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que je me définis comme un démocrate, c'est-à-dire que pour moi, aucune solution autoritaire, aucune solution illégitime n'est acceptable. Toutes les solutions, quelles qu'elles soient, même les plus lentes, même les plus formidablement spectaculaires dans le renversement, doivent être en fait menées dans l'accompagnement, dans la démocratie, dans la discussion, dans le dialogue. Et c'est quelque chose donc qui se retrouve, toutes ces valeurs en fait, se retrouvent à l'intérieur de l'école pour moi. Donc, ça, c'est moi d'un point de vue, on va dire, abstrait. D'un point de vue plus concret, je suis un homme blanc cisgenre qui arrive sur la cinquantaine, qui n'a pas d'enfant, qui vit à Bruxelles, qui a vécu un peu partout dans le monde et qui continue d'essayer d'apporter, autant que faire se peut, une contribution à ce qu'il soit un petit peu meilleur le lendemain quand on s'est couché. Merci pour cette présentation. Tu as écrit donc plusieurs livres, il me semble. En tout cas, tu écris souvent. Des notes, mais aussi des livres. Est-ce que tu peux nous parler de tes ouvrages déjà? Et puis, on reviendra sur le dernier en particulier. Bah, écoute, avec grand plaisir. Alors là, je vais faire très court parce qu'il y a effectivement beaucoup d'articles. Ce sont des façons pour moi de prendre position dans l'espace public. Ce sont des articles qui concernent souvent, la plupart du temps, ont concerné en fait l'intégration européenne, la démocratie européenne, c'est la chose la plus importante sur laquelle je travaille. Et la distinction, c'est un peu subtil, mais en même temps, c'est très profond si on y réfléchit entre l'Europe démocratique, qui à mon avis est une impossibilité, et la démocratie européenne, qui à mon avis est la voie vers laquelle il faut aller. On y reviendra peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cœur du sujet. Donc ces articles, ils sont parfois aussi des articles
d'opposition. Si on regarde, en fait, la situation politique française m'inspire parfois et je prends position pour, contre, voilà, comme n'importe quel intellectuel ou n'importe quel citoyen qui a des choses à dire. Les ouvrages, je ne les ai pas tous signés, donc on va parler de ceux que j'ai signés. Ceux que j'ai signés, il y en a un, par exemple, sur l'Europe, qui s'appelle «L'Europe, c'est nous», qui commence à dater maintenant, il date de 2014. Un autre qui était un manifeste des écologistes atterrés, qui a été écrasé par l'actualité tragique de 2015 quand on l'a publié, mais dont l'objectif était de faire réfléchir justement sur ce que ça veut dire être écologiste, en faisant bien la différence entre être écologiste et être membre du Parti des Verts, ce qui n'a strictement rien à voir. Et puis, ce tout dernier, des petites prises de position autres, mais ce tout dernier ouvrage qui s'appelle donc «Dessine-moi un avenir», pour faire plaidoyer pour faire entrer le 21e siècle dans l'école, et que j'ai coécrit, comme les autres d'ailleurs, avec des personnalités parfois différentes, parce que jusqu'ici, j'ai toujours écrit en collaboration. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure en privé, ça va changer puisque là, normalement l'année prochaine, en 2022, je publie pour la première fois sous mon nom unique un livre dont le titre de travail pour le moment est «Les 7 piliers de la cité» et dont je ne parlerai pas plus aujourd'hui, mais qui est une aventure personnelle beaucoup plus bien différente de celle que j'ai vécue jusqu'ici. Bon, très bien, merci. D'ailleurs, les notes que tu écris, où est-ce qu'on peut les retrouver? Elles sont publiées sur le net? Alors oui, la plupart d'entre elles, enfin toutes celles qui n'ont pas pris place dans le cadre strict de mon travail, c'est-à-dire des notes que je faisais pour les hommes et femmes politiques avec lesquels je travaillais au groupe des Verts ou ailleurs, ce sont des notes qui sont publiques. Alors j'ai un blog sur Mediapart, j'ai un petit site qui s'appelle héraclite.eu, sur lequel je mets, mais sinon, ce sont des contributions. Il y en a sur Esprit. Il y en a, par exemple, il y en avait une série sur l'éducation avec justement mes co-auteurs qui ont été publiés sur Libération, sur Café Pédagogique. Que sais-je encore. Il y a aussi une grosse contribution dans les cahiers philosophiques sur l'impossible mémoire commune européenne. Donc, c'est un peu partout, c'est vrai. J'essaye de rassembler un peu les choses. Il y a aussi quelques petites vidéos. Mais bon, je ne suis pas non plus une grande star du net. Donc, voilà, c'est un peu particulier. C'est dispersé un peu partout. Il n'y a pas de gros site eduargodeau.com. C'est peut-être une erreur, mais en tout cas, c'est comme ça pour le moment. On va donc venir à ton livre, donc sur l'école. Dessine-moi une Un éducation. avenir. Un Attends, avenir. regarde. Regarde. Voilà. On va rentrer maintenant donc, dans le cœur du sujet. Dessine-moi un avenir. Quel avenir? Écoute, d'abord, j'ai écrit ce livre avec Rodrigo Arenas, qui est le coprésident de la FCPE aujourd'hui, coprésident national, et Nathalie Laville, qui est conseillère de Paris aujourd'hui, qui sont des complices politiques avec lesquels j'ai beaucoup échangé. Et on s'est posé la question, en fait, pourquoi est-ce que cette école républicaine française, cette éducation nationale qui est un trésor politique et administratif aussi, parce que c'est une grosse machine, pourquoi est-ce que c'est impossible de la réformer? Et on s'est rendu compte en fait qu'on posait les réformateurs, même les plus ambitieux, même les plus talentueux, et il y en a eu, hein, c'est pas parce que les réformes sont ratées que les gens qui les ont mises en place étaient mauvais, il y avait d'autres choses. Nous, on pense que l'une des raisons majeures pour lesquelles ça échoue, c'est parce que la question de la réforme n'est jamais bien posée. Et finalement, on l'avait posé la question avant, hein, mais finalement, cette question a été très très bien formulée par une jeune fille qui s'est attirée une célébrité mondiale, pas toujours d'ailleurs de toute tranquillité, qui s'appelle Greta Thunberg, et qui a dit: pourquoi est-ce que j'irai à l'école, puisque la seule chose que je devrais y apprendre, c'est comment sauver l'avenir, et ce n'est pas du tout ce qu'on y fait. En gros, on s'est posé cette question, aujourd'hui, pourquoi on va à l'école? Et on s'est rendu compte que si on ne pose pas la question du pourquoi, et le pourquoi, il est double. Il y a le pourquoi cause et le pourquoi but. Si on ne se pose pas cette question-là, eh bien, on ne peut pas comprendre à quoi sert l'école et on ne peut pas comprendre comment la réformer. Et donc, c'est pour ça, on est parti de l'avenir. Dessine-moi un avenir, ça veut dire que c'est quoi l'avenir aujourd'hui? Et d'ailleurs, pour un certain nombre des éléments que nous décrivons, c'est un avenir très présent. Et donc, nous avons dit aujourd'hui, les trois grands phénomènes qui informent
au sens le plus littéral du terme, notre présent et qui correspondent à notre avenir, c'est le vivant, le virtuel et l'interdépendance. Et que si on n'est pas capable d'appréhender ces trois grands domaines, eh bien, on va de toute façon se tromper. Alors, j'anticipe peut-être la question. Le vivant, le virtuel et l'interdépendance. En quelques mots, le vivant, eh bien, en fait, c'est prendre acte aujourd'hui du fait qu'on ne peut plus considérer, comme on l'a fait pendant beaucoup trop longtemps dans la civilisation humaine, qu'elle soit orientale ou occidentale d'ailleurs, d'une séparation entre ce qu'on appelle l'individu, que ce soit un individu collectif ou un individu communautaire du type nation, et son environnement, c'est-à-dire le reste, la nature, mais en fait tout ce qui est non humain, que ce soit les animaux, les plantes, mais aussi les minéraux, la terre, etc., etc. On ne peut plus vivre cette séparation sans en souffrir mutuellement et sans en mourir à terme. Donc c'est ça l'avenir pour le moment aujourd'hui, c'est de dépasser cette coupure. Et donc ça, c'est une première chose fondamentale sur laquelle on doit repenser donc toutes les disciplines, repenser la biologie, la médecine, la climatologie, la science physique, que sais-je encore, enfin bref, toutes ces disciplines très importantes, la géographie aussi. La deuxième, c'est celle du virtuel, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le numérique, parce que c'est un monde à part, mais qui n'est pas un monde séparé, c'est un monde qui est en continuité. Il y a une continuité très forte entre le on et le offline. Ce qui est dans le réel aujourd'hui se perpétue dans le virtuel. Mais ce qui est dans le virtuel a aussi un impact très fort dans le réel. Et continuer de penser que ce sont des choses qui sont séparées un peu à la Matrix, par exemple. On peut choisir de vivre dans le rêve, mais ça n'abolit pas la réalité. Mais on peut choisir de vivre la réalité, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses aussi dans le rêve qui ont un impact chez nous. Et donc, on doit être capable de vivre, d'abolir cette coupure, de la comprendre. Et donc, ça suppose des choses très simples et en même temps très compliquées. Ça suppose d'apprendre le code. Moi, je suis un grand fervent défenseur de l'apprentissage du code à l'école parce qu'on a besoin d'intervenir sur ce qui est aujourd'hui déterminant pour nos vies quotidiennes et puis pour notre avenir. Et puis évidemment pour le travail, enfin on viendra probablement dessus. Et puis la troisième chose, c'est l'interdépendance. Celle-là, c'est une des grandes leçons qu'on est en train de comprendre de plus en plus, c'est l'interdépendance non seulement entre nous et le non-humain, mais aussi entre nous, les uns et les autres, bien sûr, entre nous, nations ou structures, communautés, et puis évidemment à l'échelle planétaire. Et donc, tout cet ensemble d'interactions fait que nous devons aussi être capables de dépasser les coupures parfois artificielles entre le eux et le nous, entre cette civilisation ici et cette civilisation-là, dont on va dire que se sont toujours fait la guerre et donc c'est tout à fait normal qu'elle se fasse la guerre parce que c'est l'ordre des choses, qu'il soit naturel ou humain, et c'est la même chose. Bref, nous, on pense de façon très simple, en fait, que le vivant, le virtuel et l'interdépendance doivent réinformer, repenser l'intégralité de la façon dont on enseigne et du contenu de ce qu'on enseigne. Et c'est ça l'avenir, en fait. Merci pour ces premières explications, parce que là, tu te doutes bien qu'il va y avoir d'autres questions. Ah ben, je les attends. Alors justement, on va mettre un peu en perspective les choses, puisque tu es au courant, je suis avec Marjolaine Godard, porteur du projet Existence B, qui vise à justement apporter des voies de réforme, qu'on vivrait ces voies de réforme pour l'écologie, et notamment, il y a un volet qui est hyper important pour nous, c'est l'éco-régénération. On n'est plus dans notre esprit Existence B à dire il faut faire attention. Non, nous sommes à dire il faut éco-régénérer, donc restaurer des sols, commencer à capter du CO2, bref. Et donc, dans ce projet qui doit regrouper 150 à 200 personnes, et pourquoi 150 à 200 personnes? Pour les interactions qu'elles représentent et qui ces interactions permettent d'imaginer qu'on puisse passer à des échelles plus grandes. 200 personnes, on a déjà beaucoup d'interactions entre les personnes. Et en fin de compte, on peut se représenter que ces 200 personnes peuvent représenter 2000, voire 20 000, voire plus. Et c'est pour ça qu'on a pris ce nombre-là. Et donc, ces interactions-là vont permettre donc, de réformer sur plein de secteurs. Donc, comme je l'ai dit, l'éco-régénération, mais aussi
il y a le volet éducatif. Par contre, ce qu'on refuse de faire, c'est que les foyers qui vont participer à Existence B sortent les enfants des écoles. Nous voudrions que soit favorisée l'école publique. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on n'a pas à se déconnecter de l'école publique. Il y a de belles choses qu'on apprend. Il y a aussi un volet important de l'école publique, c'est qu'on crée des relations tant enfants que parents. C'est un lieu de sociabilisation. Quand on est un néo-rural qui arrive dans une campagne, où est-ce qu'on trouve les premières interactions? Quand on est parent, c'est à l'école. Quand on va chercher les enfants à l'école ou qu'on va les déposer. Donc, c'est hyper important de toujours avoir ce contact avec l'école. Il y a plein de choses qu'on apprend à l'école qui sont bien. Et nous, ce qu'on veut amener, c'est, par contre, sur Existence B, à d'autres leçons de choses, notamment sur la réalité écologique, sur la réalité de nos écosystèmes, qu'on n'apprend pas toujours à l'école, pour le coup. Même pas du tout. Voilà. Donc, on peut apprendre plein de choses merveilleuses à l'école, mais il y a des choses qu'on n'apprend pas, et nous, on va essayer de rentrer en complémentarité avec l'école publique. Voilà. Alors, est-ce que justement, ta démarche, toi, dans ton livre, c'est celle-ci aussi, c'est-à-dire Tout à fait, tout à fait. En fait, l'école publique, alors c'est une forme très particulière. Hein, je veux dire, l'école publique française, et c'est l'une des raisons pour lesquelles sa réforme elle est en crise aujourd'hui, c'est qu'elle repose sur un projet politique qui est dépassé. Ce projet politique, c'était celui de la Troisième République à la fin du XIXe siècle. L'objectif, c'était de faire des petits Français à partir de l'ensemble de tous ces petits paysans. Hein. La France est majoritairement rurale à l'époque, mais elle n'est pas seulement majoritairement rurale, elle est majoritairement aussi traditionnelle. Et donc, il faut fabriquer des petits Français. En gros, la République doit se défendre contre ses deux ennemis, son ennemi intérieur, qui est l'Église, et son ennemi extérieur, qui est l'Allemagne. Et donc, on va faire des petits Français, on va leur apprendre l'histoire-géographie, c'est-à-dire la personnalité et le visage de la France, et on va leur apprendre la littérature, et on va leur apprendre tout ce qui est français pour les fabriquer des petits Français qui, en plus, ça va très très bien marcher, auront absolument aucun état d'âme pour venir se sacrifier dans les tranchées en 1914 pour tuer du Boche. Ce projet-là, il a particulièrement bien marché. Il est aujourd'hui obsolète. Et c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que toutes les tentatives de revival, que ce soit avec des drapeaux dans les salles de classe ou des hymnes patriotiques comme la droite l'aimerait bien avec son roman national, ou bien encore de l'universalisme républicain à la Jules Ferry, qui, soit dit en passant, était un peu colonial quand même, à gauche, tous ces trucs-là, c'est du flan. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de très belles choses dans l'école républicaine, mais justement, ça ne peut pas être, ces très belles choses ne peuvent pas être les fantômes du passé. Et donc, il y a un enjeu énorme. Et donc, je trouve que c'est une remarquable chose de ne pas l'abandonner. C'est très important. Il faut continuer à la décoloniser dans son imaginaire et à la recoloniser par un autre imaginaire. Et donc, parce que ce que je comprends très très bien d'Existence B, il y a un double phénomène, à la fois de masse critique, c'est-à-dire de toucher la masse critique de la transformation, mais en même temps de faire en sorte que cette masse critique ait évidemment un impact au-delà. C'est la grande erreur, je crois, de toutes les pédagogies alternatives, d'avoir fabriqué autant de phalanstères que possible. Parce que les phalanstères, c'est formidable, ça permet un développement matriciel de l'enfant qui est remarquable et qui les rend tout à fait adaptés à leur environnement et autres, mais ça n'a pas l'impact aussi fort sur son environnement. Donc, il y a un travail intérieur qui est très bien fait, mais il n'y a pas le travail extérieur qui est nécessaire. C'est un peu comme si un maraîcher consommait uniquement ses légumes. Je crois qu'il y a véritablement un travail de diffusion et le fait que vous choisissiez de faire ce travail de diffusion, à mon avis, est essentiel. Parce que, en fait, vous avez les moyens, tu l'as dit très bien, les associations de parents. On n'est pas obligé d'être dans une grande association comme celle de la FCPE avec 300 000 adhérents, etc. Et puis évidemment ses propres courants, sa difficulté et son action politique aussi. On peut, hein, ce n'est pas du tout obligatoire de l'être, mais ce n'est pas non plus rédhibitoire. Mais une association de parents qui décide que l'école, ça serait bien qu'elle fasse ci ou qu'elle fasse ça, c'est déjà une véritable action de transformation. Et donc ça, à mon avis, vous faites exactement les bons choix, sans la résignation
vis-à-vis de l'école publique et de son naufrage, parce que là, il faut bien reconnaître quand même qu'il y a un naufrage qui est en train, qui est in the making, hein, qui est en train de se dérouler, mais sans nécessairement aussi l'illusion que, en fait, c'est comme ça. Donc, je crois que c'est très bien. Et il faut bien se pénétrer, à mon avis, d'une des choses, d'une des illusions qui est probablement en ce moment la plus dangereuse dans l'idéologie ou l'idéal de l'école républicaine. C'est cette fameuse idéologie de la méritocratie. Je crois qu'il y a une illusion et un mensonge, donc, parce que toute illusion à un moment devient un mensonge si on persiste, de croire que la méritocratie est effectivement une sélection des meilleurs. Toutes les études sociologiques, toutes les réflexions sur l'école, toutes les études PISA de l'OCDE montrent une chose très claire, c'est que notre fameuse école républicaine est l'un des meilleurs moyens de reproduction des inégalités sociales. Sa mission n'était pas de combattre ces inégalités sociales, mais sa mission était d'offrir aux élèves et évidemment aux familles les moyens de lutter contre. Or, le problème, c'est qu'elle ne remplit nulle l'une nulle autre. Et donc, l'idéal méritocratique d'excellence, aujourd'hui, eh bien, en fait, il est poursuivi par ceux qui choisissent le privé, par exemple, ou les petits cours, qui est aussi une forme de privatisation de l'école publique. Donc, revitaliser l'école publique en ayant conscience de ses défauts, en ayant aussi conscience des illusions sur lesquelles elle vit et donc dans lesquelles il ne faut pas tomber, tout en lui apportant la substantifique moelle de votre expérience, à mon avis, c'est le choix à la fois le plus responsable, le plus républicain et le plus écologique. Parce que tu parlais d'éco-régénération des sols et autres, mais là, c'est l'éco-régénération de l'école que vous allez faire. Et donc, moi, je trouve que c'est non seulement une très bonne chose, mais qu'il faut même le penser, cela. Il faut le penser du début jusqu'à la fin, et pas simplement sur le principe de on ne va pas se déconnecter du public. C'est vrai, mais il faut aller jusqu'au bout de la réflexion, et je suis sûr que vous avez déjà commencé, il faut aller jusqu'au bout, dire qu'est-ce que ça veut dire d'éco-régénérer l'école publique française, sachant qu'il va y avoir des gros obstacles. Hein. Alors, en fin de compte, on ne s'oppose pas au programme, justement, au programme scolaire défini par les sachants. Ce qu'on vient faire, c'est de la complémentarité. C'est-à-dire, on vous apprend ça, d'accord ? Mais c'est bien de considérer que, par exemple, notre histoire de France n'est pas si doucerette qu'on le croit. Il y a encore un certain colonialisme qu'il faut considérer pour pouvoir faire société. Parce que si on... et moi, j'ai mon parcours de sécurité, c'est toujours la même chose. Si on continue à renier l'histoire, hein, tu parlais de Jules Ferry, si on continue à ignorer les douleurs du passé, c'est pas faire de la repentance, c'est pas du tout ça. Tout à fait. Mais on ne permet pas aux personnes de s'intégrer. Et si on ne permet pas aux personnes de s'intégrer, on laisse une sous-culture en France se faire, haïr la France et en fin de compte créer de l'insécurité. Pareil pour les personnes qui se sentent aujourd'hui apatrides, parce qu'on voit bien qu'il y a une montée du rejet de l'autre en ce moment. Et qui ne pourraient pas, par exemple, même si on imaginait un pouvoir extrêmement fort en France, ne pourraient pas retourner dans les pays qu'on leur attribue d'origine, puisqu'ils sont toujours nés en France, ils ont toujours vécu en France. Et donc, il y a un problème de culture aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme on renie des pans de l'histoire pour être bien propre chez nous en France, et que le petit français se pense justement bien propre au regard de l'histoire, eh bien, on ne permet pas de l'inclusion. On ne permet pas aux personnes de créer un projet commun. Et notre existence B, c'est un projet commun. Justement, c'est garder l'identité française sans le côté rance de ce que veut dire l'identité française, mais la belle identité française, inclusive, qui cherche à donner de l'égalité. Alors nous, on sera plus sur des principes d'équité, justement, qui cherche à instruire, qui cherche à tendre la main, et c'est ce que nous voulons. Et pour ça, il faut absolument qu'on puisse apprendre encore plus l'histoire qu'on l'apprend à l'école. Voilà. Mais en fait, ce rapport à l'histoire, tu as raison de le souligner, est vital.
Il est vital pour des tas de raisons. D'abord parce qu'un individu sans histoire, et nombre de scénarios de films nous le montrent, a peine à se définir. Qu'est-ce que c'est qu'un individu sans mémoire, hein? On n'a pas besoin, enfin, que ce soit la Born Identity ou bien encore les grands livres de Philippe Cadic sur, que ce soit Ubik ou Total Recall, ou ce genre de choses. On voit très très bien effectivement le fait que si l'on ne sait pas d'où l'on vient, on peut difficilement savoir où l'on va. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a évidemment la trajectoire individuelle et puis la trajectoire collective. Ces deux-là s'interpénètrent, elles se vivent dans un jeu itératif qui est absolument indépassable. On ne peut pas imposer une trajectoire collective à des trajectoires individuelles par définition en rupture avec cette trajectoire. Et donc, tu as tout à fait raison, il y a une pensée de l'histoire à avoir. Évidemment, il y a toute cette articulation entre histoire et mémoire. Ce qui est très intéressant, c'est que les programmes ont beaucoup évolué dans l'enseignement de l'histoire de l'école républicaine. Elle est un peu moins hexagonale centrée, bien sûr, heureusement. D'abord parce que c'est plus tenable, on n'a quand même pas des imbéciles non plus à la lecture des programmes. Mais ce n'est pas dans les programmes que ça va se faire. Ça va se faire ailleurs. Ça va se faire en fait dans le débat public, ça va se faire dans l'éducation civique, ça va se faire dans la formation des professeurs, ça va se faire évidemment dans les directives ministérielles. Et là, on retrouve ce conflit où on a en fait une vision assez monolithique de l'histoire. Ce monolithisme, c'est en gros le français, l'arabe, le noir ou l'africain, etc., etc. Et on oublie complètement ce que ça recouvre en fait de nuances et d'opposition. Il n'y a rien à voir dans le français entre Voltaire et Zemmour. Il n'y a rien à voir dans l'africain entre Mobutu et Mandela. Et puis il n'y a rien à voir dans l'arabe entre Nasser et Ben Laden. Donc, à forger des catégories aussi absolues et monolithiques de l'histoire ou du quotidien, on fabrique évidemment non pas de l'identité commune, mais on fabrique en fait de la confusion. Et évidemment, toute confusion à un moment déclenche une volonté de clarification et donc une cristallisation extrêmement brutale autour de quelques identités qui se vivent en conflit les unes avec les autres. Et là, effectivement, l'enseignement est essentiel. Et là, on va basculer sur autre chose. Il ne s'agit plus en fait de faire de l'enseignement scolaire au sens master, c'est-à-dire au sens du maître dans la classe, même si les élèves sont participatifs et autres. Il faut avoir une approche un peu différente des choses. Alors, je ne sais pas si c'est un auteur qui est connu en dehors des cercles féministes, mais en tout cas, Starhawk, qui est l'une des auteurs pour lesquelles j'ai une admiration sans borne. Alors, non pas pour ses essais que j'aime beaucoup, mais qui ne sont pas les choses qui m'ont le plus bouleversé, mais pour ses romans, et en particulier son roman qui n'a malheureusement pas été traduit en français, qui s'appelle The Fifth Sacred Thing. Dedans, elle développe, ou plus exactement, la communauté qu'elle décrit développe en fait un système d'enseignement qui est un système, comme vous l'avez expliqué, comme tu l'as expliqué, de leçons de choses. En fait, où les enfants ont des parcours d'apprentissage. Et des parcours d'apprentissage qui mènent aussi bien évidemment l'observation de la nature et donc sa compréhension scientifique, parce qu'il ne suffit pas simplement de regarder les oiseaux, il faut savoir ce que ça veut dire, il ne faut pas non plus regarder les arbres, pourquoi ils poussent comme ça, de quelle façon, etc. Enfin bref, il y a un bagage scientifique qu'on a tendance à oublier à partir du moment où on quitte la salle de classe, et ça c'est totalement évidemment naïf, mais aussi les lieux de mémoire, les lieux d'histoire, que ce soit des lieux de bataille, pas nécessairement, mais aussi des lieux d'invention, des lieux comment dire, de génie, ou enfin bref, toute cette histoire humaine. En gros, nous devons incarner notre histoire. Et l'incarner, ça se fait à plusieurs, dans un jeu là aussi mutuel. Et je crois que c'est quelque chose qui manque beaucoup. Et ça manque d'autant plus que notre grammaire scolaire, là je reviens à l'objet, enfin l'un de nos objets de livre, notre grammaire scolaire n'a pas changé j'allais dire quasiment en plusieurs millénaires. On est toujours sur le bon vieux rapport d'un sachant avec des apprenants, que ce soit un maître, un maître spirituel ou un maître religieux, comme les premières écoles qu'on avait, ou un maître hussard noir de la République, devant lequel on se lève au garde-à-vous quand il rentre dans la classe, ce genre de choses. Bref, un adulte investi d'une autorité. Le face-à-face reste la règle. Nos salles de classe n'ont pas bougé quasiment.
toutes les tentations et les tentatives justement de bouleverser cette salle de classe, soit par la leçon de choses extérieures, soit par exemple par le fishbowl, c'est-à-dire le fait qu'on se mette en rond, ou bien encore des classes qui mutent, qui changent. En fait, toutes ces expérimentations-là existent, mais aucune ne fait système. Et ça, c'est le problème. Le problème, ce n'est pas qu'il faille inventer de nouvelles choses. La plupart des nouvelles choses ont déjà été inventées. Alors, je ne dis pas qu'elles sont toutes parfaites, elles peuvent être certainement perfectionnées, mais la plupart des nouvelles choses inventées, les nouvelles pédagogies ne sont pas si nouvelles que ça, les nouvelles organisations ne sont pas si nouvelles que ça, tout cela existe. Le problème majeur qu'on a, c'est qu'elles sont mises en pratique uniquement dans un coin reculé de tel ou tel système, ou bien elles sont ignorées, ou elles restent théoriques. Il faut maintenant leur donner corps et faire en sorte qu'elles se relient les unes aux autres et qu'elles deviennent système. Et quand elles auront fait système, la masse critique de transformation va se faire naturellement. Et il n'y aura pas eu besoin d'intervenir sur les programmes, il n'y aura pas eu besoin d'intervenir sur la politique éducative, ça se fera en fait par capillarité. C'est un peu optimiste ce que je décris, mais à mon avis, c'est quand même comme ça que ça va se faire. Puisque sinon, la réforme, bonjour, 1 million d'employés, enfin 800 000 professeurs, 200 000 administratifs, plusieurs échelons, le département, la région, l'école, enfin bon, bref, laissez tomber. Quand on connaît la France, c'est des choses qui sont absolument titanesques. Là, dans notre vision, il y a vraiment les leçons de choses. C'est aussi un moyen de faire l'école des parents. Parce qu'il existe une école des enfants, mais il n'y a pas l'école des parents. Et vraiment, on s'inspire de l'expérience, qui n'est pas une expérience scolaire, mais une expérience éducative de Montfermeil. Montfermeil, qui est une ville de région parisienne, qui a connu quand même pas mal de délinquance, qui a connu les émeutes de banlieue et notamment la Cité des Bosquets qui, en 2005, flambait. Tout à fait. Et ce qui s'est passé, c'est que l'équipe municipale a décidé d'ouvrir la médiathèque, donc un lieu de culture, et le terrain de la médiathèque pour en faire un terrain en permaculture. Que s'est-il passé? Donc là, cette fois-ci, c'était des adultes, sont venus échanger des graines, découvrir d'abord qu'il y avait un troc de graines, échanger des graines, les planter. C'était des personnes qui ne parlaient pas la langue, qui étaient plutôt immigrées. Donc, il y avait des femmes voilà, habillées de différentes façons, représentatives de leur religion, certaines. Et tout le monde s'est mis à parler autour du troc de graines, de la culture de ces graines, des légumes issus de ces cultures et de la cuisine. Et au final, que s'est-il passé? Ils ont aussi appris, l'élevage de poules, l'apiculture et ainsi de suite. Et au final, les gens qui ne se parlaient pas ont fini par communiquer, parler la langue. J'en termine là-dessus pour te redonner la parole. Ce que nous avons observé dans nos études sociologiques à travers Existence B, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'initiatives très intéressantes pour l'écologie qui se font, y compris dans des quartiers difficiles. Mais même si tout le monde parle français, il y a une barrière de langage. Une barrière de langage qui vient des microcosmes qui se créent à travers donc, le français, donc le même langage, mais qui se crée parce qu'il y a une ultra-spécialisation des mots. Tu vois, on parle de résilience, tout le monde ne sait pas ce que c'est la résilience, entre personnes qui travaillent justement sur les questions d'écologie. Mais peut-être que dans des quartiers, ils n'appellent pas ça résilience. Juste donner à manger aux voisins. Et le fait justement de faire des leçons de choses, c'est ça qu'on veut reprendre de Montfermeil à Existence B, ça va permettre de faire une école des parents qui démontre aux enfants que quand ils leur disent « je t'aime » le soir après la petite histoire dans la chambre, quand ils disent « je t'aime » à leurs enfants après la petite histoire, ils ont œuvré pour cet amour dans la journée. Ils ont œuvré à l'écologie. Ils ont œuvré à éco-régénérer des systèmes. Et ça, c'est une forme d'éducation aussi. Donc, alors, il y a plusieurs choses à déplier dans ce que tu viens de dire, dans cette expérience, outre le fait qu'elle est très belle et que, comme tu l'as dit, elle s'enracine au sens littéral du terme
dans la relation. Hein. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand je parlais des interdépendances, c'est bien de ça dont il s'agit, le vivant et les interdépendances. On est exactement là-dessus. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est cette citation absolument mystérieuse et magnifique qui vient de Matrix, dans lequel Neo s'étonne que deux programmes, c'est-à-dire la petite famille indienne dans le troisième, hein, que deux programmes puissent parler d'amour. Et l'un des programmes, donc le personnage indien, mais qui est en fait un programme, il ne faut pas un logiciel, lui dit qu'est-ce que c'est l'amour en fait? L'amour, c'est une relation, c'est la connexion en fait. Que cette connexion, là, en l'occurrence, se fasse entre deux programmes, mais deux programmes d'intelligence artificielle. On n'est pas sur des programmes de calculatrice. Hein. Donc, deux programmes d'intelligence artificielle. Donc, que cette relation se fasse entre deux programmes, entre deux êtres vivants, humains ou non humains d'ailleurs, parce que finalement, c'est aussi une forme d'amour qui nous unit à nos chères bêtes domestiques, que ce soit nos petits compagnons de solitude pour certains, ou simplement nos grands compagnons. Moi, je n'ai pas une vision particulièrement abolitionniste sur l'élevage. Hein. Je pense que l'élevage a son rôle à jouer dans les écosystèmes, même si aujourd'hui, l'élevage doit de façon radicale être désindustrialisé, parce que sinon, sinon, on le voit bien, le souci que ça représente. Je reviens à ça. Donc, il y a déjà cette première chose. Donc, il s'agit bien de donner corps à ce que c'est que cette relation entre les uns et les autres, à l'intérieur d'une famille, mais aussi à l'intérieur d'une communauté. Donc ça, c'est la première chose, et je crois que c'est une forme de culture du lien. Et la culture du lien, c'est le fondement d'abord d'une pensée écologiste qui s'appelle le convivialisme. Moins de biens, plus de liens, c'est le vieux slogan des convivialistes. Alors Illich, aujourd'hui Patrick Vivray, les jours heureux, etc., qu'on regarde parfois de façon un peu condescendante, parce qu'on a l'impression que c'est des joyeux drilles qui ne comprennent pas bien le tragique de l'humanité dans laquelle on vit. Alors c'est vrai que ce n'est pas avec ce genre de choses qu'on va régler le problème de la menace nucléaire ou de la guerre en Russie, c'est pas faux, hein. Mais c'est aussi un peu myope de penser que ça n'a pas son impact sur justement les relations internationales, à terme. Je dis bien à terme. Donc ça, c'est la première chose, c'est la culture du lien. La deuxième chose, c'est quel est le premier lien qui se fait? En fait, c'est celui de la subsistance. Le premier lien, c'est celui de la subsistance. Quand Ernst Callenbach décrit Ecotopia, c'est-à-dire le grand classique de la science-fiction utopique de l'écologie, hein, celui paru en 1975 sur la sécession en fait, de la côte ouest américaine des États-Unis pour fonder Ecotopia, qui est déjà donc, c'est déjà San Francisco la capitale, hein, qui est déjà donc une espèce de lieu où tous les grands principes écologiques des années 70, hein, j'insiste, parce que ce n'est pas du tout récent, c'est des années 70, le Club de Rome, etc., mais ce n'est pas un truc catastrophiste, genre on va tous mourir, malthusien, il y a trop de monde, etc. Non, c'est un truc vraiment écolo, mais au sens le plus comment dire, terre à terre, là j'insiste, du terme. La première chose qu'ils mettent en place dans leur nouvel État, c'est indépendant, c'est le système d'approvisionnement et le système d'évacuation. La bouche et l'anus. En gros, ce qui rentre et ce qui sort. Et c'est la base. En fait, toute notre communauté humaine, c'est notre partie animale, en fait, là pour le coup, doit être articulée autour de la subsistance et de l'évacuation des déchets. Parce que c'est des choses qui vont ensemble. Je crois que c'est Italo Calvino, alors je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu la référence, donc je vais en parler de façon beaucoup plus distante. Italo Calvino décrit, c'est un livre des années 70, dans une cité qui est en train de mourir de ses déchets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évacuation des déchets. En fait, les déchets s'accumulent, parce que tout est remplacé du jour au lendemain. C'est une magnifique allégorie, évidemment, de la société de consommation dont il est l'un des contemporains, puisque c'est les années 70, encore une fois. Tout a été inventé dans les années 70. Hein, je veux dire, aujourd'hui, on redécouvre, mais fondamentalement, c'est là. Simplement, le pli de l'évolution n'a pas été pris. Donc maintenant, on est en train de prendre le tournant sous l'urgence. Si on y avait pensé dans les années 70, ça serait peut-être un peu différent. Fin de la parenthèse. La subsistance et l'évacuation, c'est les trucs fondamentaux. Et donc, la première chose qu'une communauté humaine doit organiser, c'est comment elle se nourrit, de quelle façon, et comment elle gère eh bien, ce qui ressort de sa nourriture, c'est-à-dire ses déchets, que ce soit ses déchets humains, mais aussi ses déchets ménagers et autres. Et ça,
c'est la clé. Et ce que tu décris, ce dont vous êtes en train de vous inspirer, c'est effectivement une magnifique expérience. Alors moi, je la connaissais de l'autre façon parce qu'il se trouve que Rodrigo Arenas, l'un de mes co-auteurs, a été président de la FCPE, de la FCPE 93 pendant très longtemps. Il a été dans l'équipe du maire Gatignon à Sevran, et donc il s'occupait de ce genre de choses, et il a été candidat à Montfermeil. Donc voilà, on connaît, enfin, lui connaît bien ce territoire, moi un peu moins évidemment, mais lui connaît très bien et il m'en a parlé, il m'a raconté ce genre de choses. C'est magnifique parce que ça revient en fait à la base de ce qui fait une communauté humaine, le fait d'acquérir sa subsistance en commun, de la partager et évidemment de créer du lien et des liens d'amitié. Alors, on ne va pas rester sur l'amour qui suppose un imaginaire parfois un peu trop sexualisé, on va rester simplement sur l'amitié, l'amicitas, qui est en fait la base même sur laquelle on fonde les communautés humaines. Et c'est très intéressant, là où je voulais en venir, c'est que nous vivons aujourd'hui dans une période que j'appelle schmittienne, mais je ne suis pas le seul, on est quelques-uns, c'est-à-dire de réhabilitation du clivage fondamental en politique que Carl Schmitt, le juriste des années nazies, avait beaucoup mis en valeur, qui était le clivage ami-ennemi. Sauf que aujourd'hui, ce que j'observe, et ce n'est pas difficile en fait, c'est que dans ce clivage, c'est l'ennemi qui est mis en valeur. Parce que l'ennemi permet de définir l'ami. Or, c'est une erreur de catégorie monstrueuse. Je dis bien monstrueuse au sens moral du terme. Parce que si on commence par définir des ennemis, alors en fait, on ne projette sur le monde que justement cette grille de lecture de l'ennemi. Et ça se traduit, et je termine là-dessus, par des attitudes dichotomiques, en fait, dans le rapport à soi, dans le rapport aux autres. Et je donne une anecdote qui m'a toujours beaucoup fait rire et qui fait rire généralement les gens à qui je la raconte. Donc moi, j'ai passé quelques années chez les Verts, j'ai été ce qu'on appelle un cadre interne. Et je me souviens très très bien de ce cadre interne aussi, qui était un élu aussi d'ailleurs important, je n'irai pas plus loin parce qu'il ne faut pas non plus désanonymiser, et qui m'explique de façon très docte et un petit peu les guerres, il y en a toujours eu, qui me dit c'est normal, dans un parti, il y a une aile droite et une aile gauche. Sous-entendu, l'aile droite c'est mal, l'aile gauche c'est bien. Non, il faut bien voir aussi la pensée derrière. Je regarde, je fais ouais, c'est très intéressant. Et donc, dans l'aile gauche du parti, il y a une aile droite, une aile gauche, on est d'accord. Et donc, dans l'aile gauche de l'aile gauche du parti, il y a une aile droite, une aile gauche. Donc, l'aile gauche de l'aile gauche de l'aile gauche de l'aile gauche de l'aile gauche, à la fin, tu as ta main gauche qui tape sur ta main droite en disant qu'elle est méchante. Et c'est très exactement la pensée dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une pensée de la séparation, une pensée de la dichotomie, une pensée du rejet, et une pensée en fait qui est entièrement articulée sur le clivage ami-ennemi, mais qui met l'accent sur l'ennemi. Moi, je pense qu'on peut tout à fait reprendre ce clivage ami-ennemi pour le dépasser. Et la seule façon pour le dépasser, c'est justement de mettre l'accent sur l'autre, sur l'amitié. Sachant que l'amitié, c'est aussi tout un spectre. Ce n'est pas la même chose d'avoir une amitié comme celle, par exemple, qui nous unit, ou celle qui nous unit à nos plus vieux amis, ou bien celle simplement de la commensalité. J'ai dîné hier avec des amis au restaurant, on ne va pas partager tout, mais on a partagé un repas, et le partage de ce repas a été fabricateur de liens. Je crois qu'en fait, ce que vous décrivez, ce que tu décris, c'est exactement ça. C'est-à-dire arriver à retracer tout cet ensemble de chaînons manquants, de liens, qui aujourd'hui sont détruits pour des tas de raisons qui certaines ne sont pas mauvaises, mais qui la plupart du temps ont des conséquences tragiques. Et juste en termes d'histoire, c'est très amusant, mais l'un des piliers en fait de la sociabilité républicaine, c'était les banquets républicains. Alors c'était charcutaille et gros rouge, mais donc aujourd'hui c'est pas très vegan et donc ça serait pas non plus particulièrement sain. En plus, il y avait beaucoup aussi disons la sociabilité de la chasse, etc., etc. Donc je suis pas en train de dire que c'est absolument ce vers quoi il faut revenir, mais il y a bien derrière ça cette fraternité républicaine qui fait partie de notre histoire de France et qu'on a totalement oublié. Il y a quelque chose de l'ordre, c'est Astérix en fait, c'est le village d'Astérix. Alors on n'est pas obligé de mettre le barde de le ligoter et de le bâillonner. Après tout, il est aussi il est fédérateur de liens. Mais c'est bien de ça dont il s'agit. Et il y a comment dire, il y a un enjeu très fort à faire en sorte que le banquet d'Astérix de la fin, il y a aussi les Romains, en fait. Parce que nous, on est resté à Astérix,
l'unité du village se fait contre les Romains. Si on arrive à penser l'unité du village avec les Romains, même s'il y a une différence entre le Gaulois et le Romain, hein, eh bien, je pense qu'on aura fait un pas extraordinaire vers la civilisation. Et ça, l'école peut et doit nous aider à le faire. C'est exactement ça. Notre slogan, c'est faire société, mais il y a encore des intentions plus grandes derrière, c'est faire civilisation. Et c'est pour ça qu'on est vraiment sur la volonté d'une sociologie représentative de la France aujourd'hui, avec toute cette diversité, pour montrer qu'à travers les différentes cultures, euh, notamment culinaires, il y a les moyens de faire changer le monde depuis l'assiette. C'est-à-dire que si on doit arriver à un régime moins carné, il ne s'agit quand même pas de moins se régaler. D'accord ? Et il existe aujourd'hui des cultures, de gens qui viennent de Syrie ou d'autres pays, qui savent cuisiner pour beaucoup de personnes avec peu de viande. C'est un exemple que je prends souvent, mais qui va nous aider. Parce que nous, comme tout va être comptabilisé, on va essayer de porter l'accent, faire prendre conscience à tout le monde qu'on doit réduire nos émissions de CO2. Ah ben, le plat, la convivialité réductrice de CO2, c'est qui participe à moins polluer. Ben, cette convivialité-là, c'est un axe majeur. Et c'est un axe qui permet de faire tourner aussi voilà, les idées, danser les hommes, les femmes autour de cette idée de faire civilisation. C'est-à-dire qu'on a tous des richesses, notamment culturelles, on a des traditions, il faut qu'on les découvre, il faut qu'on continue à pouvoir inspirer à travers le monde, à travers justement, on a la chance d'avoir la francophonie à travers le monde qui peut inspirer d'autres à dire, bah, regardez, on peut être confortable, on peut sortir de la misère sans avoir forcément accès aux hydrocarbures, sans avoir forcément à prédater les ressources, sans avoir à extraire, en recyclant. C'est ça qu'on veut donner. Et ça passe aussi, donc ça passe par la nourriture. Et tu as parlé de politique tout au départ, l'école comme un lieu politique. Et nous, il y a un truc qui nous intéresse pour la politique, c'est le théâtre. Mmh. C'est le théâtre politique. La politique est un théâtre. Hein. C'est d'ailleurs une des choses dont elle souffre aujourd'hui, parce que pour qu'une pièce soit bonne, il faut de bons acteurs, mais il faut de bons textes. Or, aujourd'hui, je pense que les acteurs ne sont pas particulièrement brillants, et surtout, le texte est très médiocre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a du mal aujourd'hui à y croire. Le théâtre, il est basé sur des conventions. Hein, je veux dire, quand on a Othello qui est joué par un blanc, hein, ça a longtemps été le cas, ou bien avant le XVIIe siècle, avant le XVIIIe siècle, quand les personnages féminins étaient joués par des hommes, il fallait quand même y croire. Voilà. Donc ça s'appelle des conventions. Quand on a une énorme soprano cantatrice qui dit je ris de me voir si belle en ce miroir, on peut lui dire éventuellement t'es sûr, parce que si on refuse la convention, voilà, on n'est plus dedans. Donc la convention est essentielle. Aujourd'hui, la convention est rompue. Elle est rompue du fait de la médiocrité de l'espace politique, mais elle est rompue aussi du fait qu'on a une maturité démocratique très forte qui fait qu'on n'y croit plus. Et on a raison de ne plus y croire. C'est un cirque qui, aujourd'hui, est déconnecté du réel. Le problème, c'est que cette déconnexion du réel n'empêche pas le fait qu'il existe. Hein, on peut continuer à penser que la réalité est une illusion et se cogner la tête contre les murs. Si ça fait mal, c'est que le mur, il existe encore. Donc là, il y a bien quelque chose de cet ordre-là. La politique, c'est pas parce qu'on n'y croit plus qu'elle disparaît. Elle est toujours là. C'est pas parce qu'on vote plus qu'elle disparaît. Et là, on vient de s'en rendre compte. C'est-à-dire que tout le monde a commenté de façon très docte le fait qu'on avait une abstention aux 2/3. Mais on a continué de tirer des enseignements, d'essayer de tirer des enseignements des dynamiques qui restaient sur 1/3, ce qui était particulièrement acrobatique, je trouve. Il y a très peu de commentateurs qui ont eu la lucidité de dire arrêtez les conneries, c'est de la mascarade. Bon, moi j'en connais une, c'est une amie, donc je lui fais un peu de pub, ma copine Nora Hamadi, elle l'a bien dit de façon extrêmement claire en disant attendez, soyons sérieux. Ce n'est pas avec le vote électronique qu'on va régler ce problème. Mais pour en revenir à notre histoire politique,
Ce dont on est en train de prendre conscience, c'est que, en fait, la politique, ce n'est pas uniquement ce phénomène finalement assez marginal dans la vie de la cité, qui est le rituel des partis. Les institutions sont nécessaires. Si on n'a pas d'institutions, on n'arrive pas à tenir les choses ensemble. Si on n'a pas d'institutions, ben, on n'arrive pas à se coordonner. Les institutions sont indispensables. Même les anarchistes ont des institutions. Ce sont des institutions souples, des institutions qui ne sont pas voraces pour le pouvoir, mais elles existent. C'est-à-dire ce sont des lieux de coordination, des lieux d'échange, des forums, etc. Ce sont des institutions. On a besoin d'institutions. Sans institutions, la communauté humaine ne peut pas se donner en communauté. Donc ça, c'est une première chose. Mais elles sont occupées par pas les mauvaises personnes, mais elles sont occupées par des gens qui ne sont pas là en fait pour les faire vivre. Ils sont uniquement là pour on va dire, parce que ça les y a amenés en fait. Et donc nous avons besoin de faire en sorte que les communautés que nous sommes réinvestissent ces institutions. Et il y a plusieurs façons de les réinvestir. La première, c'est de les dupliquer, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles existent par elles-mêmes, indépendamment d'autres. C'est une forme de sécession, mais c'est une forme de sécession qui n'est pas une sécession de repli, c'est une sécession qui fabrique l'alternative, c'est donc l'existence B en quelque sorte. Et puis il y en a une autre qui est la forme, disons, de subversion, c'est-à-dire le fait de pénétrer ces institutions, de les pénétrer, si possible en masse critique, parce que quand on est tout seul au milieu du panier, il y a de fortes chances qu'on finisse comme le panier. Hein, c'est la leçon de Lorenzaccio, par exemple, de Alfred de Musset, qui rentre dans la cour corrompue d'Alexandre de Médicis pour le tuer au nom de la République et qui découvre en fait qu'il est complètement corrompu à la fin. Il est corrompu par le vin, le jeu et les femmes, comme il le dit, et que le meurtre d'Alexandre est la dernière chose qui lui permette de se croire encore un peu pur alors qu'il sait pertinemment qu'il est perdu pour la cause. Donc, en fait, la subversion des institutions, elle est essentielle. On ne va pas rentrer dans les institutions pour assassiner les présidents et autres. C'est totalement idiot. Et puis, en plus, ce n'est pas particulièrement, disons, écologiste et en accord avec nos valeurs. Mais en revanche, rentrer dedans pour fabriquer justement de la subversion, c'est-à-dire du renversement des valeurs, c'est indispensable. C'est pour ça que moi, je fais partie des gens qui disent toujours, oui, je comprends que vous n'ayez pas envie de vous investir dedans. Non seulement je le comprends, mais je le respecte. Mais premièrement, respectez ceux qui le font, car ils sont nécessaires. Deuxièmement, apportez-leur le soutien dont vous êtes capable, parce qu'ils en ont besoin, et que s'ils sont dans les institutions et qu'il n'y a pas dehors un lien avec des gens qui ont décidé de changer les choses eux aussi à leur échelle, et bien dans ces cas-là, la coupure entre les institutions qui tournent à vide et la société qui essaye de se réinventer va s'agrandir. Nous avons besoin qu'elle ne s'agrandisse pas. Et enfin, troisièmement, un jour ou l'autre, vous serez peut-être amené aussi à faire le relais pendant que ces gens qui étaient dans les institutions iront, eux, se réinvestir d'une autre façon. Donc, on a besoin, en fait, de tout ce jeu de circulation. Et il faut prendre ça d'un point de vue... Allez, je vais faire une analogie militaire pour une fois. Il faut prendre ça d'un point de vue militaire. Dans une armée, eh ben, on a tous des fonctions différentes. Il y a des généraux, certes, mais même dans la piétaille, il y a des fantassins, il y a des cavaliers, il y a des artilleurs, il y a des sapeurs, il y a des espions, il y a du génie, etc., etc. Si nous nous concevons de façon très pacifiste comme la grande armée de la transformation écologique, alors nous devons respecter le fait que certains d'entre nous sont des espions et des sapeurs qui vont derrière les lignes ennemies. Hein, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas nécessairement le meilleur, cette métaphore militaire, mais c'est pour essayer de faire comprendre la militance. Donc, dans ces cas-là, nous avons besoin de gens qui vont faire ce travail-là, pendant que d'autres préparent le terrain, pendant que d'autres ravitaillent, pendant que d'autres pensent la stratégie, pendant que d'autres pilonnent, pendant que d'autres s'opposent. Nous avons besoin de gens qui vont s'opposer, de gens qui vont tracer la ligne rouge dans le sable et dire, au-delà de cette limite, vous ne franchirez pas. C'est Gandalf, you shall not pass. Et le démon, il termine dans les limbes. C'est les zadistes qui fabriquent leur zone d'autonomie temporaire, qui font leurs expérimentations et qui résistent lorsque la police vient les déloger. Et c'est important. Et ça, c'est illégal, je suis d'accord, mais c'est illégal au sens de Antigone, c'est totalement légitime.
Et donc, il y a bien cette tripartition des rôles. En fait, je dis toujours, la transformation, elle va intervenir entre ceux qui font sécession et qui inventent, qui retirent de l'énergie au système pour inventer autre chose, et donc ceux qui s'opposent et qui mettent des limites infranchissables et qui les défendent parfois au péril de leur vie. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Rémi Fraisse et à quelques autres. Et puis ceux qui vont justement pervertir, subvertir, transformer, travailler de l'intérieur. Et ces trois corps d'armée, si je puis me permettre, sont indispensables à la transformation. Maintenant, je quitte la métaphore militaire. On est bien sur quelque chose de l'ordre de la coopération. Ils doivent se comprendre, ils doivent se respecter, ils doivent coopérer, tout en ayant tout à fait conscience de ce qui fait leur spécificité et leurs préférences. Il y a des gens qui préfèrent l'un, l'autre et autre. Mais il y a, et c'est le problème que nous avons aujourd'hui chez les écologistes en général, encore une fois, je ne parle pas uniquement des Verts, mais chez les écologistes en général et ceux qui sont animés d'une volonté de changement du monde, c'est qu'ils ont tendance à considérer un peu à la Saint-Paul qu'il n'y a de salut que par la voie qu'ils ont choisie. Et donc, tous ceux qui ne rentrent pas dans cette voie-là sont, alors si on parle comme des communistes, des sociotraîtres, si on parle comme des religieux, des hérétiques, ou si l'on parle comme des militaires, des traîtres à la patrie. Moi, je pense que tous ces qualificatifs nous ramènent justement à la division ami-ennemi, elles nous ramènent à l'erreur catégorielle et monstrueuse que nous faisons de considérer que parce que nous n'avons pas les mêmes stratégies, nous n'avons pas les mêmes objectifs, et parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous devenons ennemis. Je pense que là, il y a quelque chose de fondamentalement vicié et qu'il faut absolument le refaire. Et donc, fabriquer au maximum justement de la convergence, tout en respectant fondamentalement les différences, je pense que c'est l'un des enjeux politiques les plus importants qui nous soit donné aujourd'hui, à nous qui avons pris comme mission le changement du système et du monde. On est vraiment sur la réinvention d'une école, Exactement. une école de citoyenneté, une école de la civilisation. Hein, vraiment, faut passer le cap. Pour ceux qui vont nous écouter, donc, comment tu donnes envie de lire ton livre? Tu l'as déjà un peu fait là, mais qu'est-ce qu'on va y découvrir particulièrement donc, c'est les derniers mots pour terminer cet échange. Alors, je pense, enfin, j'espère que ce que j'ai raconté donne envie quand même d'aller découvrir. Alors, je ne veux pas non plus spoiler, hein, tout ce que je viens de raconter, c'est aussi les développements personnels. Ce n'est pas nécessairement les choses que nous avons construites à tous les trois. Nous nous sommes vraiment concentrés sur l'école républicaine française, ses apories, ses impasses et les chantiers sur lesquels il faut travailler. Mais en fait, c'est ça qu'on va retrouver. On va retrouver rapidement une première petite partie qui explique le projet politique et la nécessité de le repenser, le projet politique dépassé et la nécessité de le repenser. Et puis surtout, une partie beaucoup plus longue, notre titre de travail. Notre titre de travail, c'était un jeu de mots, c'était l'école logis. Nous voulons que l'école devienne une école logis. Donc évidemment, on a pris un texte un petit peu plus vendeur et sexy pour la vente. Ça, c'est l'avantage d'avoir un éditeur. Voilà. Et notre livre, en fait, identifie un certain nombre de principes sur lesquels réfléchir, mais il identifie 4 chantiers et il fait 9 propositions. Les 4 chantiers, je vous les donne, vous réfléchissez, celui de la santé, donc à la fois la nourriture et le biorhythme, c'est celui du recrutement et de la formation des enseignants, et nous avons appelé ça le Make Our Teachers Great Again, parce qu'en fait, il y a un vrai problème de mépris de la fonction d'enseignant en France, et que les émois, parfois très, très crocodilesques, sur l'assassinat monstrueux de Samuel Paty ne suffiront jamais à compenser. Et enfin, troisième, justement, la réorganisation de notre approche du savoir autour de ces 3 piliers que sont le vivant, le virtuel et l'interdépendance, les liens. Et quatrièmement, ce que nous avons appelé remettre l'école au milieu du village, c'est-à-dire en fait le fait de repenser notre ville
notre organisation urbaine qui est devenue dominante aujourd'hui en France, mais dans l'essentiel du monde développé et même de plus en plus du monde en développement, autour de l'école et non plus autour de l'usine comme au XIXe siècle ou autour de l'église comme dans les temps passés, mais autour de l'école, puisque c'est le lieu de sociabilité fondamentale et essentielle de notre fonctionnement. Voilà. Et ensuite, il y a 9 propositions qui s'étalent du temps court au temps long, qui permettent de développer ça dans le quotidien, aussi bien justement le bio à la cantine que le fait de connaître le droit, le fait que, par exemple, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Rien que le fait de savoir ça, ça devrait changer l'attitude d'un certain nombre de parents, parce que là, le problème, il n'est pas à l'école, il est chez les parents et chez les enfants. Donc, on doit leur enseigner à l'école que le racisme, c'est pas juste un délit, c'est pas juste une opinion, genre ouais, etc. C'est un délit, et un vrai délit, et que la violence envers les femmes, c'est aussi un délit, et qu'il n'y a pas de raison, et que la violence envers les homosexuels, c'est aussi un délit. Que c'est pas simplement une histoire de culture, de machin, etc. Non, 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 il y a un vrai problème et il faut le régler. Donc ça, c'est une des propositions. Il y en a 9 comme ça, qui sont à la fois immédiatement mises en œuvre ou bien un petit peu plus longues. Et on essaye justement de dessiner un avenir à la fois pour l'école républicaine, mais très franchement, ça dépasse de très très loin le simple hexagone. C'est des choses qui, moi je l'ai vu en Belgique où j'habite, ça a tout à fait sa pertinence ici, ça a sa pertinence aux États-Unis et en Angleterre, dans lesquels le système éducatif est en pure déliquescence. Ça quasiment partout, à l'exception peut-être de la Finlande qui est un peu plus pionnière que le reste du monde développé. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des bons élèves qu'il ne faut pas sauver toute la classe. Édouard, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à toi, merci à vous. Longue vie à Existence B, que je suis très très heureux de cette façon-là de pouvoir en quelque sorte rejoindre. Tout à fait, tu es le bienvenu. Merci beaucoup. Alexandre, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt.